Madame, Monsieur, bonsoir. Une nouvelle édition de Géopolis cette semaine, c'est sur Equinox Télévision. Je vous souhaite la bienvenue à ce programme. Assurément, avec notre invité, l'histoire n'a aucun secret, tant à l'échelle du Cameroun qu'à celle mondiale, puisqu'il en a fait son métier. En effet, le professeur Daniel Aboua est une figure éminente du monde de l'histoire, lui qui vient de totaliser une bonne trentaine d'années au sein du département d'histoire de l'Université de Yaoundé 1 et va achever sa carrière au poste de secrétaire général de cette université dans quelques temps. Un tel background en a fait un témoin privilégié de la marche du Cameroun ces 50 dernières années, et de cette posture, il a livré à l'histoire et pour l'histoire un témoignage de qualité à travers de nombreux ouvrages. On citera Cameroun, Histoire d'un nationalisme, 1884-1961, Commissaire et haut-commissaire de la France au Cameroun, 1916-1960, ces hommes qui ont façonné politiquement le Cameroun, Ngo Wungli Massaga, alias commandant Kissamba, Cameroun, Ma part des vérités, regard croisé sur les cinquantenaires du Cameroun indépendant et réunifié, André-Marie Mbida, premier ministre camerounais, et bien d'autres ouvrages encore, professeur Daniel Aboua. Oui, Sadou Daoudou parle. Sadou Daoudou parle, oui, voilà. qui vient d'être réédité. Oui. Et puis il y a l'ouvrage sur l'intégration nationale régionale en Afrique centrale, qu'on a fait en 2 tomes. C'est en fait les résultats d'un colloque que nous avons organisé et on dit il y a quelques années. Oui. Alors avec nous sur ce plateau, il y a quelques-uns de vos ouvrages aussi. D'abord les ouvrages collectifs. Il y a 100 ans, les Allemands quittaient le Cameroun. Histoire d'une rupture continuité, 1916-2016, Université Yaoundé 1 du 9 au 11 novembre. Il s'agit des actes du colloque international sur le centenaire du départ des Allemands du Cameroun, organisé par la Société camerounaise d'histoire et le département d'études germaniques de l'Université de Yaoundé 1. Nous avons ici cet ouvrage avec nous, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, mais il est disponible, professeur Daniel Aboua. Il est disponible. Voilà, absolument. Pour parler il a été publié avec le concours du rectorat de l'Université Yaoundé 1. Voilà. Alors, nous avons également cet autre ouvrage qui est le tout dernier, je pense. Oui, enfin, c'est presque la même période. La même période, donc qui est également un ouvrage collectif. C'est là, le Cameroun et la Grande Guerre, 1914-1916, avec la préface de Joseph Betty Assomo, l'actuel ministre de la Défense. Que c'est le ministère de la Défense, la Défense qui a commandé ce colloque, qui était un prélude au Congrès international d'histoire militaire qui vient d'avoir lieu à Douala l'année dernière. Et les historiens camerounais, la Société camerounaise d'histoire, s'est associée donc à la commission militaire d'histoire, des Camerounaises d'histoire militaire, pour ce colloque qui s'est passé à Douala en 2014. Et donc voici le fruit contenu dans ces livres. Et qui est encore sous embargo un peu. Oui, le ministre n'a pas encore officiellement voilà, d'accord. Et puis enfin, Daniel Aboua, un autre livre, ni anglophone ni francophone au Cameroun, tous des Camerounais, essai d'analyse historique en hommage au regretté professeur Nzema. Nzema qui fut un grand enseignant du département d'histoire. Votre professeur. Mon professeur, mon père spirituel, qui a dirigé tous mes travaux, du 2ES jusqu'au doctorat d'État, et qui, donc après son décès, j'ai pensé quand même lui rendre hommage sur un document qui en fait reflète également sa manière de voir la vie, puisqu'il m'a enseigné, moi francophone, lui anglophone, et sans que ça crée quelques problèmes entre nous. Et je peux vous assurer que mon premier travail d'historien, mon 2ES, c'est lui qui l'a dirigé, et ça a failli se tourner mal, parce que lui, ne lisant pas profondément le français, et moi, ne maîtrisant pas suffisamment la langue française. La langue anglaise? Non, la langue française. Oui, parce que le jury qui nous a reçus dans un premier temps a dit que le fond du travail est très bon, mais la langue est exécrable. Et ils ont pensé qu'il fallait me donner une nouvelle chance pour aller corriger les fautes de langue. Donc, qui s'y trouvait. Qui s'y trouvait. Et je suis revenu pour la soutenance une deuxième fois. Et on m'a donné la mention bien.
Tout à fait. Ah, donc c'est une relation assez singulière avec le professeur Zema. Avec le professeur Ndioma, Oui. très singulière. J'étais même son fils, pas seulement au niveau de l'école, mais même dans la vie. Il était devenu un père pour moi. Alors, on aura l'occasion de revenir dans cette émission, professeur Daniel Aboua, sur la crise anglophone. On sait ce que vous en pensez, on sait à peu près quelles sont vos thèses, mais il vaudrait mieux que vous les expliquiez encore davantage aux Camerounais, vous qui êtes cet historien qui n'a cessé d'accompagner la marche du Cameroun depuis ces 50 dernières années, comme je l'ai souligné. Alors, professeur Daniel Aboua, vous êtes né le 10 avril 1953 à Douala. Oui. Vous avez obtenu le baccalauréat en 1973 au lycée Jos. Oui. Vous avez obtenu la licence en 1976. Major de ma promotion. Major de votre promotion. Mention bien. Il faut le dire. C'était cela. Ouais. Bien. Mention bien. Ouais. Et puis, vous avez été recruté à l'université en 1977 à 24 ans. Non, disons 79. 79. 79. Bon, En voilà. 77, j'étais moniteur. Oui. Parce que j'ai commencé par le monitorat au niveau de l'université. Mais mon recrutement, proprement dit, va du 1er octobre 1979. Voilà. J'avais 26 ans. Vous aviez 26 ans. Ouais. Mais vous aviez déjà depuis 77 un pied à l'université. Oui, absolument. Dans le, je veux dire, dans le staff enseignant administratif. Je vous ai dit que j'étais déjà moniteur. moniteur. Oui. Voilà. Alors, mais est-ce que c'est cela qui vous définit, professeur Daniel Aboua, la date de naissance 53, le baccalauréat 73, la licence en 76, major, et puis est-ce que c'est cela qui vous définit? Comment on doit parler du professeur Daniel Aboua? Peut-être que il serait bon de rappeler que quand je quitte la terminale, c'est pas pour faire histoire. Ah voilà, vous allez en lettres? Non, mon intention était de faire droit. Ah bon? Oui, je voulais faire droit, oui, parce que j'aimais porter la toge. Mais il se trouve que cette année-là, et c'était pratiquement la seule, on procédait à l'orientation des élèves issus du terminal, et on m'a orienté en lettres. Et à l'époque, si vous refusiez l'orientation, vous n'avez pas droit à la bourse. Et comme je ne pouvais pas vivre sans la bourse, j'ai préféré aller en lettres. Mais en lettres, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, je sortais fraîchement de terminal avec toutes ces grandes idées de philosophie. Les je ne veux m'aliéner à personne. Non, je ne peux pas faire l'aide moderne française. Non. Bilingue, ça m'intéresserait, mais il faut aller passer une année à Londres. Oui. Bon, à la fin, bon, faisons histoire. Parce que je voulais faire philosophie. Oui. À l'époque, il n'y avait pas philosophie. Il n'y avait pas de licence. Pas de département de, il n'y avait pas de licence de philosophie à l'université du Cameroun. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On avait suspendu le département. J'ai même, donc, après, j'ai dit, bon, je fais histoire, option philosophie. On m'a dit, non, vous ne pouvez pas faire option philosophie parce que si vous faites histoire, vous n'avez que les options, l'option auxiliaire de géographie, puisque c'était histoire et géographie à l'époque. Tout à fait. Alors vous comprenez, je vais donc en première année histoire et géo avec l'intention de faire géographie. Oui. Ah, de géographie. Oui, je voulais faire géographie parce que bon, je me disais, fils d'un pauvre pasteur, je ne suis pas sûr de continuer jusqu'au bout. Je pensais faire l'IFORD, une école de formation. Donc, j'ai préféré faire géographie. Mais en deuxième année, j'ai eu la pire des notes en travaux pratiques de géographie et la meilleure des notes en travaux pratiques d'histoire. Alors, je demande... Alors, j'imagine qu'en géographie, c'était des cartes. C'était des cartes. Non, que je concevais très bien, mais ma main, elle n'est vraiment pas très habile. Très habile. Quand il faut faire des courbes et autres. Donc, je demande donc à rentrer en histoire. On me dit, non, vous avez fait un choix, vous devez y rester. Ah. Et ça n'a pas été facile pour qu'on accepte que je vienne faire l'histoire. Donc, si je le dis, c'est pour montrer le contour d'une vie. Je suis devenu historien, ce n'était pas ma passion première, mais aujourd'hui, c'est ma véritable passion. Alors, mais quand même, les lettres vont vous servir à devenir cet historien que vous êtes. Les lettres, quand même. Oui, vous savez, je lisais beaucoup. Tous les romans que nous avions dans le secondaire, je les connaissais. Et
surtout Ferdinand Oyono. Le vieux nègre. Le vieux nègre, une vie de boy, oui, qui nous replongeait dans la vie coloniale de l'époque. Les Zaboto, Ville Cruelle. Ville Cruelle. Non, ça, j'étais assez assidu à ces lectures, sans oublier toute la littérature française qu'on nous enseignait déjà à l'époque. Non, effectivement, les lettres nous ont conduits. Sauf que, vraiment, avec la philosophie que nous faisions en terminale, nous avions des idées un peu avant-gardistes. Nous ne pouvons pas être tout le temps sous le joug des Français. Vraiment, aller faire le français, c'est encore s'aliéner davantage. Vous voyez, toutes les idées qui viennent à un jeune garçon d'une vingtaine d'années qui pense qu'il peut révolutionner le monde. C'est à l'âge où on révolutionne le monde. J'avais 20 ans, le monde m'appartenait. Voilà, c'était un peu cela des origines. Mais j'ai tenu à le dire parce que chacun a un destin. Bon, peut-être parce que je suis chrétien aussi, bon, je crois à la prédestination. Chacun a un destin. Je me suis retrouvé, je crois que c'était le chemin qui était le mien, mais dans des contours que je ne pouvais pas maîtriser, mais qui m'ont amené à l'histoire. Et je suis vraiment content d'y être. Alors, vous arrivez en 1979, donc, à l'université. Vous commencez par où? On vous affecte où? Non, j'ai été recruté à l'université de Yaoundé. Voilà. Ouais, je n'ai pas été affecté, je n'ai pas été dans le secondaire. C'est même ça qui créait beaucoup de problèmes avec mes parents, qui estimaient que je restais trop à l'école. Il fallait que j'aille travailler, que j'aide aussi ma petite famille. Pour la petite histoire, mon père m'avait envoyé ma petite sœur à la maison et je payais sa scolarité avec ma bourse d'étudiant pour m'obliger à aller chercher du travail. Mais plus tard, quand j'ai commencé à enseigner à l'université, il était tout à fait fier que son fils soit arrivé à cela. Alors, c'est une université, nous sommes en 1979. Vous l'avez rappelé tout à l'heure que le département, par exemple, de philosophie avait été suspendu. On estimait qu'il y avait là-bas beaucoup de révolutionnaires en herbe. Oui, à l'époque, vous savez, c'était après les textes de 62 qui parlaient de la subversion. Oui, tout à fait. Les philosophes étaient considérés comme des subversifs. Je me rappelle, quand nous on était étudiants, il y avait beaucoup de conférences à l'université, mais à un moment donné, on a pensé que ces conférences pouvaient soulever les masses, pouvaient soulever les étudiants, et on a obligé les enseignants à envoyer leurs tapuscrits avant de venir dispenser les enseignements. Non, pas dispenser, pour les conférences. Et c'est comme ça que ça a tué les conférences à l'université. Et je me rappelle que quand je suis devenu doyen, j'ai tout fait pour relever avec ce que j'ai appelé les mercredis des grandes conférences. Parce que l'université, c'était le lieu où fourmillaient les grandes idées. On ne passait pas le temps à se moucharder, à se chamailler, mais on réfléchissait sur les grands thèmes de l'ère. Vraiment, c'était là. Enfin, comme étudiant, j'ai beaucoup apprécié les professeurs comme les Mélonais et autres. Martien Toa, qui venaient vraiment faire des conférences qui soulevaient l'enthousiasme des étudiants que nous étions à l'époque. Peut-être que c'est tout ça qui a motivé mon enthousiasme pour devenir enseignant. Parce que de grandes idées se présentaient dans l'université camerounaise. Alors, 79, vous arrivez, vous êtes recruté. Alors, il y a quand même l'atmosphère à l'université, c'est laquelle? Est-ce que elle est bridée? Il y a quand même ce département de philo qui a été suspendu. Oui, mais par la suite, le département de philosophie a été réhabilité. Bon, mais il faut quand même dire que ce n'était pas facile pour les enseignants, surtout les jeunes enseignants que nous étions. Je me rappelle dans les travaux dirigés d'histoire, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'était un TD sur le fascisme. Alors, j'ai décrit, quand les étudiants ont fini de présenter, j'ai décrit ce qu'un État fasciste, ce qu'un État nazi. Alors, un étudiant qui me pose la question. Et n'oubliez pas, nous étions dans le parti unique. Absolument. Alors, monsieur le professeur, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun est un État fasciste? Oh là.
Vous comprenez toute la difficulté qu'il y avait à répondre. Je crois que j'ai fait une tour. Oui, j'ai dit, mais au fait, vous voulez que je vous dise quoi? Est-ce que vous ne le savez pas? Et ils me disent, mais monsieur, vous avez peur? Je dis, mais vous-même, vous n'avez pas peur? Parce que je sais que parmi vous ici, les gens qui vont aller dire le soir que le professeur a dit ceci. Il a dit ça. Mais quand vous irez, dites que c'était un cours d'histoire. Ce n'était pas autre chose. Et puis on en riait. Voilà. C'était pas facile. C'était pas facile. Mais il fallait quelquefois ces contorsions pour arriver à exprimer ses idées. Les gens ne se rendent pas compte, mais à l'époque, quand vous parliez, vous avez toujours un regard de travail pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vous écoute quelque part. Ce n'était pas facile. Et je sais que j'ai eu à le dire dans un de mes ouvrages, celui avec Hungli Masaga. Oui. Commandant parce que j'avais même proposé cet ouvrage à un éditeur qui a dit que mon acrostiche que j'ai mise là, non, il ne peut pas accepter. Parce que je disais que si ce n'était pas le renouveau, on ne pouvait pas publier des ouvrages de cette nature au Cameroun. À l'époque. Parce que ce n'était qu'une vérité. Et cet éditeur ne semblait pas partager ce point de vue. Il ne partageait pas. Il a même refusé d'éditer cet ouvrage qui a finalement été édité à Paris par les éditions Mincy, de quelqu'un qui était beaucoup plus proche de l'UPC à l'époque. Une sorte de pied de nez à l'histoire, à la limite. Oui, non, c'est que il estimait que je faisais une sorte d'apologie au système en place, ce qui n'était pas vrai. Je n'étais même pas dans un parti politique à ce moment-là. Mais je disais une seule vérité. Mon premier ouvrage, André Marie Mbida, c'est en 93. Ce n'est qu'à partir de Renouveau qu'on pouvait avoir le courage d'écrire, étant au Cameroun. Parce que ceux qui écrivaient, pour la plupart, venaient de l'extérieur. Et c'est de l'extérieur qu'on nous envoyait des livres qui étaient même quelquefois censurés. Parce que je sais que l'ouvrage de Abel Eyinga, mandat d'arrêt pour cause d'élection. Ce n'était même pas celui-là que je cherchais. C'était sur la politique. La politique au Cameroun. Voilà, donc, c'était des moments quand même difficiles pour un enseignant d'histoire, surtout, peut-être pour les philosophes aussi, mais ce n'était pas facile. Mais nous en sommes sortis. Nous sommes sortis de cet épisode-là et on a commencé à écrire après les années après le renouveau. C'est-à-dire à partir de 82. Qu'est-ce qui change fondamentalement? C'est seulement l'arrivée du président Biya? Non, le président Biya a dit qu'on n'a plus besoin d'aller dans le maquis pour s'exprimer. Et ça, nous l'avons pris au mot et nous avons commencé à écrire. J'ai dit, mon premier ouvrage, c'était sur André Marie Mbida. Oui, tout à fait. André Marie Mbida, parce que j'ai eu un étudiant qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui a fait son mémoire sur Mbida avec moi. Mais il a tellement mal fait. C'est-à-dire, il ne suivait pas les consignes, que j'ai décidé de reprendre. Le sujet était intéressant. Et j'ai donc repris totalement ce sujet, je l'ai fait totalement différemment, et je l'ai fait publier par la marque. N'était-ce pas M. Kerry? Non, c'était pas M. Kerry. C'était pas Norodom. Non, Norodom était encore tout petit que cela. Voilà. Non, c'est un de mes étudiants, j'oublie son nom, mais il était à l'école normale. Il est malheureusement décédé aujourd'hui. D'accord. Alors, donc, le président Biya arrive, et puis il y a quand même ces vannes qui s'ouvrent, et c'est une autre atmosphère à l'université. C'est moins de suspicion. Est-ce que ça libère la pensée? Ça libère, il y a une différence, c'est qu'il y a une rupture quelque part. Oui, mais sauf que les gens avaient déjà été habitués à ne pas s'exprimer. Ah oui. Oui, parce que ne faut pas qu'on se leurre. Parler publiquement n'était pas facile, même à l'université. Donc il fallait qu'on sorte de ces habitudes d'autocensure que les enseignants avaient pendant longtemps, qui avaient toujours peur de s'exprimer. Mais je crois que quand les livres ont commencé à apparaître, les gens ont compris qu'il y a une liberté qui est accordée à ceux qui ont quelque chose à dire. Peut-être qu'on s'auto-censurait encore, on s'auto-censurait encore, parce qu'on ne disait pas toujours tout. Mais on avait quand même la possibilité d'oser dire quelque chose. Oui, sans que le lendemain, on vous appelle à la BMM ou bien à la DIRDOC. En fait, moi, je n'ai pas été appelé. Jamais. J'ai jamais été appelé. Jamais. Alors, professeur Daniel Aboua, il y a quand même cette affaire qui est restée dans les annales du département d'histoire, l'affaire Achille Mbembe.
l'affaire Achille Mbembe. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la soutenance du mémoire de maîtrise, c'est bien cela, oui, d'Achille Mbembe? Bon, enfin, ça a mis du temps. Je crois que ça a déjà atteint, comment on appelle, les juristes disent que après un certain temps, on peut parler. On peut, oui, tout à fait. Alors, je peux vous dire que je venais d'être recruté jeune enseignant, parce qu'Achille a été étudiant pendant que j'enseignais. Et il a choisi un sujet de maîtrise, la violence en pays bassin. De 1900, il allait jusqu'en 1960. Le premier enseignant qu'il avait choisi, c'est le professeur Tiernoba. Tiernoba, oui. Qui est guinéen. Guinéen, oui. Exilé politique au Cameroun à cette époque. Et qui dit, non, moi je suis prêt à diriger ton mémoire si tu t'arrêtes avant les années 55. Et Achille dit, non, moi lui, c'est vraiment, c'est la période que j'ai... Alors, le professeur Badi, bon, ben, si dans ces conditions, moi je ne veux pas me créer des problèmes, je ne vous dirige pas. Il est allé voir un autre enseignant qui est aujourd'hui décédé, le professeur Kangé. Oui, Kangé Wane, Fabien. Qui lui dit, ah, moi j'ai mes enfants à élever, je ne peux pas. Vous dites l'esprit de l'époque. L'esprit de l'époque, tout à fait. Alors, il tombe finalement sur le professeur Ndioma. Oui. C'est finalement le professeur Ndioma qui a accepté de diriger, mais à une condition, la soutenance ne soit pas publique. Ah oui, parce que la soutenance d'Achille Mbembe s'est faite en comité très restreint. Très restreint. À huis clos, alors. Oui, il a persisté, il a refusé de changer la périodicité de son travail. Mais il a soutenu à huis clos. Et on lui a donné, c'est un étudiant très brillant à l'époque. Voilà un peu l'histoire. Oui, parce qu'on a retenu d'Achille Mbembe. Voilà. Alors, et vous, personnellement, professeur Daniel Aboua, vous êtes là depuis 1979. Vous n'allez pas progresser trop vite, là. Je sais quand même que vous avez dû faire 20 ans. 24 ans. 24 ans. Ouais, 24 ans. Sans avancer? Non, pas sans avancer. 24 ans pour devenir professeur. Non, mais c'était quand même beaucoup. J'ai même avancé rapidement. Non. Mais 24 ans, c'était beaucoup quand même. Non, disons, assistant chargé de cours 2 ans. Bon, là où j'ai fait beaucoup de temps, c'est chargé de cours maître de conférence. Et pour la simple raison qu'il fallait que j'aie un diplôme terminal. Parce qu'avec le 3e cycle, nous on a fait le système du master degree. Le master degree, ce n'était pas un diplôme terminal. Il fallait donc avoir un doctorat d'État pour avoir le diplôme terminal et oser donc penser que vous pouvez devenir magistrat. Donc, à notre temps, il n'y avait pas un seul diplôme. On faisait 2 doctorats. Moi, j'ai eu à subir 2 doctorats. 3e cycle. Et puis, thèse d'État. Thèse d'État. Et c'est cette période, donc, de 3e cycle à thèse d'État, qui ne me permettait pas d'avancer, qui m'a fait mettre un peu plus de temps. Sinon, j'ai quand même... je suis devenu professeur titulaire à 50 ans, ce qui n'est pas le moindre des performances. Alors, vous avez dirigé le département d'histoire pendant longtemps. Combien d'années? Chef de département d'histoire. Disons, mon histoire avec le département aussi, c'est une autre histoire. Oui, c'est que les chefs de département à l'époque, le père Mvin, le professeur Ndioma, le professeur Essomba, parce qu'ils occupaient d'autres fonctions, cherchaient à avoir quelqu'un au département qui les aide. Absolument. Avant moi, il y avait un autre collègue qui, le père Mvin a décidé de ne plus continuer avec lui et il m'a demandé gentiment, Daniel, est-ce que tu peux m'aider? Ce que j'ai accepté, parce que j'étais avec le père Mvin, on partageait le même bureau et on travaillait. En fait, j'ai été il m'a beaucoup formé dans la gestion du département. Mais ce qui est intéressant, que je peux aussi dire, c'est que le père Mvin et moi, nous étions deux caractères différents. Mais le père Mvin, c'est un monsieur très ordonné. Et il veut que tout soit nickel sur sa tâche, chaque chose à son endroit.
Mais, et vous étiez moi, un peu je suis désordonné. Voilà, un peu désordonné. Oui. Chaque fois que le père voyageait, il me laissait au département, donc sur la même table que nous partagions. Il venait trouver un gros désordre. Daniel, comment peut-on travailler dans un tel désordre? Et il remettait tout en place. Il suffisait qu'il reparte pour que le désordre soit... Mais on a fini par comprendre, lui il a fini par comprendre que je suis ainsi. Oui. Je suis ainsi fait et on a vraiment cheminé ensemble jusqu'au moment où il n'était plus chef de département. Le professeur Ndjema est venu, je vous ai dit que c'est mon père spirituel. Il m'a dit, Daniel, tu m'arrêtes cette histoire, il faut que tu termines ta thèse d'État. J'ai dit, ok, moi j'aidais parce qu'on m'a demandé d'aider. Bon, je suis mis à faire ma thèse d'État. Il a appelé le collègue qui avait travaillé avec le père Vin. Et après Ndjema, c'est le professeur Exomba qui revient vers moi. Il dit, Daniel, tout le monde m'a dit que si j'ai besoin de quelqu'un qui peut me dire, c'est toi. J'ai dit au professeur Exomba, moi j'ai terminé ma thèse, donc je ne vois pas pourquoi j'ai aidé les autres, pourquoi je ne le ferais pas. Donc je suis resté aider les chefs de département pendant 15 ans. De telle sorte que le jour où on m'a nommé chef de département, j'étais déjà dans le bureau du chef de département. Je ne sentais même pas la différence. Et j'ai fait encore 8 ans dans cette position comme chef de département. Oui, alors vous venez de citer quelques figures, le père Vin, le professeur Somba. Alors le père Vin, c'est quand même un destin, on va dire, un peu singulier, qui est aussi tragique. Et comment vous avez vécu tout cela? Vous savez, le père Vin, je l'ai connu sous plusieurs facettes. D'abord, il m'a enseigné. Le père Vin m'a enseigné quand j'arrivais en première année, en deuxième année. Nous faisions des cours sur la Grèce antique. Et je me rappelle, quand il nous présentait la bibliographie, il nous disait toujours... collection Budé, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Bon, nous tous, on était comme des béotiens dans la salle, et il dit, voyez-moi cela, hein? Jésus-Christ à 30 ans était déjà, il faisait déjà des miracles, vous êtes là assis à me regarder, béatement. Donc c'était un enseignant qui savait mettre de l'humour dans sa classe, et vous amener à déstresser pendant qu'il enseignait. Donc il nous a enseigné. Et c'est lui qui a présidé mon jury de 2S dont je parle. Il a présidé le jury de 2S, il a présidé le jury de 2A, il a présidé le jury du doctorat d'État. Donc le père, je l'ai connu. Je l'ai connu également sous une autre facette, parce qu'il était fondateur d'école. Le collège au Sillon. J'ai enseigné au collège au Sillon, sous le père Vin. Et pendant près de 5 ans, j'étais étudiant, avant que je ne fasse le doctorat. J'étais étudiant, j'enseignais là-bas, j'enseignais le français. Le français. Pour vous dire, j'enseignais le français. Et après, j'ai commencé à enseigner l'histoire et géographie. J'ai enseigné. Et mes élèves de l'époque sont devenus étudiants et ils ont continué à me reconnaître cela. Et le père Vin, comme fondateur, était un monsieur admirable. Voilà la stratégie qu'il avait. Au début de l'année, il nous appelle tous. Il dit, bon, les collages que je vais recevoir avec un nombre d'élèves, ça me fait tant. La subvention de l'État, ça va faire tant. Et je ne peux vous payer que ceci, si je veux faire marcher normalement. Donc il nous donnait l'impression qu'on participe avec lui à la détermination de notre paiement, de notre salaire, en fait, de ce qu'il nous donnait par heure de cours. Si bien que nous étions aussi au Sillon vraiment comme des permanents dans cette maison, et chaque fois à la fin de l'année, nous offrait un bon petit repas. C'était très bien. Et puis, bon, comme enseignant, je vous ai dit, je l'ai côtoyé, et je peux vous assurer que la dernière partie du pain vin, et ça il nous avait invités chez lui, sur la route de l'Eboudi. Oui, tout à fait. Ce soir-là, il y avait l'ambassadeur d'Israël qui était chez lui. Ils ont rivalisé vraiment de rimes. Chacun lisait un poème, l'autre lisait un autre. Et le père Vin aurait dû aller avec nous,
la nuit il a été assassiné, il aurait dû aller avec nous en France. Oui. On avait un colloque sur l'enseignement de l'histoire. Et ce colloque, malheureusement, on a eu un pré-colloque ici, et le père n'avait pas remis sa copie. Ce qui fait donc qu'il ne pouvait pas voyager avec nous. Il fallait qu'il termine sa copie. Il n'avait pas, non, il n'allait plus. Ah, tout à fait. Il n'allait plus. Parce qu'il n'avait pas remis sa copie. Parce qu'il n'avait pas remis sa copie. Et nous sommes partis. Et puis c'est cette nuit-là qu'il a été assassiné. Donc s'il avait voyagé avec nous, peut-être qu'il n'aurait pas. Mais chacun a son destin. Ah voilà. Alors vous aviez déjà parlé du professeur Ndjema. Alors lui, c'est également ce grand historien qui a fait un travail important. Le professeur Ndjema est celui qui m'a intéressé à l'histoire du Nord Cameroun. Tout à fait. Parce que ma thèse de doctorat 3e cycle, c'était sur le Lamida de Ngaoundéré. Lui, il avait fait sa thèse sur Fulani et Djemoni à Tuyola. À Tuyola, oui. Oui, et il a beaucoup travaillé sur cette partie du territoire et il nous a vraiment entraînés là-dedans. Même pour ma thèse d'État, il voulait que je fasse une étude comparative entre le Nord Cameroun et le Nord Nigeria. Bon, je ne l'ai pas fait, mais j'ai un étudiant qui a fait cette thèse-là sous ma direction plus tard. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait une étude plus globale sur l'administration coloniale française au Cameroun. Donc le père Ndjema, comme je vous disais, c'est celui qui m'a pris comme fils. Quand j'ai été moniteur, c'était sous lui, chef de département. Et il m'avait apprécié, parce que nous étions 3 ou 4. Après cela, quand on a fait le master, en fait, avant même que je me soutienne, il était question qu'on recrute. On recrute à l'époque on appelait les assistants adjoints. Il y avait moniteur, assistant adjoint, et il voulait que je sois recruté assistant adjoint. Sauf que en 1976, le chef de l'État camerounais a augmenté les salaires des enseignants et il n'y avait plus de poste d'assistant adjoint. Donc je suis donc resté moniteur là. Et il pensait toujours que je devais faire l'enseignement supérieur. Mais le doyen de l'époque n'avait pas accepté facilement cette idée. Et je me rappelle que le jour où on l'a nommé doyen, on a nommé le professeur Ndjema doyen, je suis allé le féliciter, il m'a dit nos problèmes sont terminés. Et c'est comme ça que, je crois, 2 ou 3 mois plus tard, j'ai été recruté comme assistant à l'université de Yaoundé. Donc le père Ndjema a beaucoup fait pour moi. Et alors, Joseph Marie Essomba. Joseph Marie Essomba. Alors, le travail sur le fer, c'est quand même l'archéologie ici. Oui, mais disons que Joseph Marie Essomba, mon histoire aussi, c'est une autre histoire. Notre père de Manche, nous n'étions pas dans le même domaine. Absolument. Lui, il faisait archéologie, moi je faisais histoire. Mais comme je vous ai dit, quand il est devenu doyen, il m'a appelé pour que je l'aide, parce qu'il était doyen et chef de département. Et c'est là qu'a commencé une relation vraiment très profonde, au point que j'étais devenu même un peu son confident sur beaucoup de choses. Beaucoup de voyages, nous les faisions ensemble. Madame Essomba savait que je suis le fils de la maison. Donc on partait, nous avons été en N'Djamena ensemble, nous avons enseigné là-bas, nous avons été en Ngaoundéré plusieurs fois enseigné là-bas. En fait, nous étions tout le temps partis. Et quelquefois, quand elle tombait malade, je devais être à côté, surtout quand elle a été malade à Ngaoundéré. Non, le professeur Essomba, j'étais devenu le fils de la maison. Et je regrette parce que je ne vois pas beaucoup la mère. Elle me le rappelle de temps en temps quand elle m'appelle. Bon, avec les occupations, on n'arrive pas à se voir tout le temps. Voilà. Alors, et puis vous devenez vous-même doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Yaoundé. C'était une promotion importante aussi. Ça aussi, c'est toute une autre histoire, parce que je n'ai que les histoires. Vous savez, j'ai été nommé chef de département, comme je vous ai dit, et je suis resté chef de département pendant 8 ans. Oui. Alors, je fais un voyage pour mes recherches. Je vais en France.
Et puis, le ministre Yébé, qui était à l'époque inspecteur général, il appelle chez moi et dit que le ministre Atanamebara veut me voir. Mais moi, je suis en France. Ma femme me dit, mais je dis, je suis fait mes recherches. Je ne peux pas revenir. Je ne peux pas revenir. Bon, je reviens, je crois, 2 semaines ou plus tard. J'appelle donc l'inspecteur général, ministre Yébé. Il me dit, non, c'est le ministre qui veut te voir. Je vais donc au rendez-vous avec le ministre Atanamebara, qui me dit, ah, vous avez fait retarder mes propositions de 2 semaines. Ah bon? Est-ce qu'un poste de doyen vous intéresserait? C'est comme ça, comme ça, je vous le dis. Il dit non, il me dit non, mais vous pouvez me dire, hein, parce que bon, comme vous aimez la recherche, vous pouvez me dire non, je préfère faire ma recherche. Je lui ai dit non, monsieur le ministre, moi j'appartiens à un petit groupe qui n'a personne devant. Je ne peux pas me prévaloir de ce qui m'intéresse seulement. Ce serait trop égoïste de ma part. Donc, moi, si un poste de doyen, pourquoi pas? Et on a passé en revue, parce que le ministre il savait mettre les gens à l'aise. Bon, on a passé en revue les postes de doyen. Je dis non, tout sauf Tchang. Tout sauf Yaoundé. Je dis, tel que j'ai vu mon frère Nchobé, vraiment, je ne suis pas sûr que je suis capable de supporter cela. Bon, on est arrivé à la conclusion qu'on pourrait être Ngaoundéré. Et c'est comme ça qu'on se sépare. Et puis, quelque temps après, il est appelé à la présidence. Bon, pour moi, ce problème était terminé. Terminé, je n'y pensais plus. Et un jour, le ministre Tchouente, on est au Just, je crois. Il est sorti se mettre à l'aise, moi aussi. Après, on se rencontre. Il m'appelle. Il me dit, ah, professeur, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient à Yaoundé? Alors, je pense à la conversation qu'on avait avant. Je dis, mais monsieur le ministre, vous voulez m'envoyer hors de Yaoundé? Non, ça, quand j'aime mes amis, j'aime toujours poser des questions comme ça. Je dis, non, monsieur le ministre, rien ne me retient à Yaoundé. Puis, c'est fini. Puis, je repars en France pour mes recherches. Et puis, un soir, j'entends sonner. Ma femme qui m'appelle, on vient de te nommer doyen. Je dis, ah bon? Où? À Yaoundé. Oh, ça a été ma réaction. Absolument. Je suis revenu, je crois, 1 semaine ou 10 jours après pour prendre mes fonctions. Bon, j'étais chef de département et je suis devenu doyen. C'est comme ça que je suis devenu doyen. Et j'ai passé quand même 4 années. Là-dedans. Alors, c'est quand même, oui, puisque là, actuellement, vous êtes secrétaire général de l'Université de Yaoundé 1, et c'est quand même un beau parcours, finalement, au sein de l'Université camerounaise. Et c'est, on va dire, je rappelais que vous allez prendre votre retraite dans quelques temps, mais c'est à ce poste de secrétaire général que, du moins, vous allez achever votre parcours à l'université, mais rien n'exclut qu'on vous revoie ailleurs. On ne peut jurer de rien dans ce débat. Au cours de cette émission, on ne peut jurer de rien, parce que voilà, mais officiellement, c'est à ce poste de secrétaire général. Vous savez, quand je regarde ma vie, vous savez, un historien est obligé de faire un regard, recul. Mon père est pasteur. Enfin, il est décédé, il était pasteur. Mais avant de devenir pasteur, il a passé 50 ans au service de Dieu, en passant de catéchiste à évangéliste délégué, et puis pasteur. Et papa a fait pratiquement un parcours de 50 ans. Et quand il est devenu pasteur, je crois qu'il a fait à peine 5 ans, il a pris sa retraite. C'est bien que ça ne m'étonne pas que j'ai un parcours qui prenne le temps que ça prend. J'ai été chef de département, je vous ai dit, 15 ans dans l'antichambre, 8 ans dans la chambre, doyen 4 ans, directeur des affaires académiques de la coopération 7 ans, vice-recteur 3 ans,
Bon, et puis, secrétaire général. Secrétaire général, bon, depuis... C'est pour dire que c'est un parcours qu'on peut dire normal, mais je n'ai brûlé aucune étape. Absolument. Je n'ai brûlé aucune étape, je suis allé vraiment d'une étape à une autre. Hein, je n'ai sauté, si vous voulez, je n'ai sauté aucune étape. Au contraire même, je ne sais pas, bon, beaucoup de gens me disent que secrétaire général, c'est vraiment... mais je rappelle aux gens que j'ai été vice-recteur en charge des enseignements. Oui. Donc après le recteur, c'était moi. Hein? Bon, maintenant, secrétaire général, après le recteur, je viens en 4e position. Oui. Bon, mais tout le monde me dit, non, tu as l'autre volet. Là. Bon, de toute façon, je n'ai jamais refusé, une position qui m'a été octroyée. D'autant plus que je n'ai fait aucun effort pour aller demander. Donc quand on me donne, je dis merci, et je dis Dieu merci. Et je crois que je rends le plus consciencieusement le service qu'on me demande de rendre. Comme secrétaire général, j'espère que je fais ma part pour que mon recteur trouve en moi le collaborateur qu'il faut. Oui. Et vous vous voyez où après? Moi? Oui. Est-ce que je me suis vu où avant? Vous ne me voyez nulle part après. Vous ne voyez pas ministre, professeur? Vous savez, depuis combien de temps les gens me disent que je devrais être ministre? Non. De toutes les façons, peut-être que je dois vous avouer une chose. Peut-être c'est un effet de mon éducation. Je crois que tout peut arriver. Comme tout aussi ne peut pas arriver. Parce que je ne commande rien. Ouais, je ne vois pas ce que j'ai fait pour mériter tout ce que j'ai là. Je ne vois pas ce que j'ai fait de particulier, de spécifique par rapport aux autres. Je crois que bon, chacun a son destin. Et mon destin a été de venir en histoire, d'écrire l'histoire et de faire ce parcours que le Seigneur m'a donné. S'il y en a un autre, je suis prêt. Hein, je suis prêt à continuer. Mais s'il n'y a pas un autre, je lui dirai toujours merci. Parce que quand on voit d'où je viens, hein, le village Nyokon, dans le Mbam, un petit village là, quand on voit un personnage comme moi à cette position, sans que j'ai quelqu'un devant, donc je peux que dire merci, merci à Dieu. Mais pour rappeler quand même que les minorités dans ce pays, il faut qu'on s'en occupe. Quand même. Parce que je suis persuadé que si j'appartenais à des grands groupes, je serais même mieux que ce que je suis aujourd'hui. Alors, je crois que vous entendez très bien, professeur. Alors, on le rappelle, vous êtes historien, je le disais, vous êtes une figure éminente du monde de l'histoire au Cameroun. Alors, cette discipline, que faut-il entendre par historien, professeur Daniel Aboua? En tout cas, je vous donne l'aperçu général. Si quelqu'un ne connaît pas l'histoire, il doit rentrer à l'école. C'est la meilleure des disciplines. Parce que l'histoire vous met au carrefour de tout. Puisqu'il n'y a rien en dehors de l'histoire, tout est dans l'histoire. Et quand vous connaissez l'histoire, vous évitez un certain nombre d'erreurs qui ont été commises par ceux qui l'ont commise avant. Parce que vous savez qu'il a fait ceci et voilà le résultat qu'il a eu. Il est bon de ne pas répéter la même erreur. Donc l'histoire, c'est quoi? On nous enseignait ça, la connaissance du passé. Bon, à l'époque, on disait basé sur les écrits, mais cette définition-là déjà remise dans les tiroirs de l'histoire. Absolument. Mais c'est la connaissance du passé basée sur des sources. Et des sources sont multiples et variées. Et c'est l'histoire de l'homme. Ce n'est pas l'histoire des animaux, ce n'est pas l'histoire des herbes, mais c'est l'histoire de l'homme. Donc l'homme est au centre de l'histoire. Et il est au centre de l'histoire parce qu'il pose des actes au quotidien. Il pose des actes au quotidien, certains sans y penser, certains de manière spontanée, mais qui deviennent des actes historiques, que les historiens doivent donc pouvoir remettre à l'ordre du jour, parce qu'eux, ils ont le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire de rappeler ce qui a été et qui ne revient plus, mais qui peut permettre de comprendre le présent
et de préparer l'avenir. Donc à l'époque, quand j'étais en terminale, on disait la mémoire, c'est un pont lancé entre le présent et l'avenir. Et c'est ça l'histoire. L'histoire est un pont qui est lancé entre le présent et l'avenir, mais on a besoin de le savoir. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Et c'est ça qui fait, disons, la force de l'historien et la dangerosité aussi de l'historien. C'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup les historiens. Parce qu'ils rappellent toujours un certain nombre de vérités que certains gens aimeraient voir cachées. Et dans un de mes travaux, j'avais fait un article sur l'écriture de l'histoire. C'était un plaidoyer pour l'écriture de l'histoire, où je montrais que nos prédécesseurs, nos maîtres, ont beaucoup fait l'histoire des faits. Et on sait que tel fait a eu lieu, mais pas suffisamment l'histoire des hommes. Et parce que justement, ceux qui nous ont amenés à écrire cette histoire ont toujours donné les hommes aux autres continents. Ce n'était pas nous. Notre histoire ne nous appartient pas. Le père me disait, quand il avait commencé à écrire l'histoire du Cameroun, parce que c'est le premier à avoir écrit l'histoire générale du Cameroun, et le directeur de l'Ostom de l'époque lui a dit non, vous ne pouvez pas écrire l'histoire du Cameroun, parce que c'est l'histoire de la France au Cameroun qu'il faut écrire. Donc vous n'avez pas, comme on disait, nous n'avons pas d'histoire. Donc pendant longtemps, nous sommes restés dans cette écriture où on parle des faits. Il y a eu la Première Guerre mondiale au Cameroun, on montre seulement Emmerich, Bebel, en fait, les Occidentaux qui ont participé à cette guerre, qui ont laissé des témoignages. Mais ceux qui ont participé à cette guerre n'ont laissé aucun témoignage. Et nous-mêmes, historiens, ne recherchons pas pour savoir. Et c'est pour cela que nos modèles viennent toujours de l'extérieur. Et nous avons une histoire extravertie. Et c'est pour cela que j'ai en fait lancé... Donc, vous avez renouvelé ce débat. Oui, le débat, moi j'ai demandé, et ce sera même la leçon que je vais faire le jour... des hommages qui vous seront donnés à l'université. Oui, la leçon du maître, ce sera l'histoire des vaincus qui espèrent devenir vainqueurs. Absolument. Oui, comment écrire l'histoire des vaincus? Parce qu'il faut qu'on dise, qu'on reconnaisse que nous avons ou que nous sommes vaincus. Oui, parce que tant que vous ne faites pas un bon diagnostic, vous ne pouvez pas trouver le remède à votre maladie. Nous sommes vaincus. Et ceux qui nous ont vaincus font tout pour rester vainqueurs. Et c'est de bonne guerre. Et c'est à nous de réfléchir maintenant. Comment nous amener à avoir confiance en nous-mêmes pour rétablir l'ordre des choses et espérer devenir vainqueurs. Comment créer nos modèles qui ne soient pas les Archinard, les Gallieni, mais qui soient les Rudolf Douala Mangabel, qui soient les Ngelemenduka, qui soient... Vous voyez, c'est à cela que nous devons nous exercer aujourd'hui pour que la conscience patriotique que l'on souhaite donner aux Camerounais soit donnée. Parce qu'en réalité, nous ne connaissons pas notre histoire. Je peux même dire que le Camerounais est le plus ignorant de son histoire. Alors justement, sur ce point de l'histoire du Cameroun, alors qu'en est-il exactement? On fait le reproche, on entend généralement dans les débats, le Cameroun, l'histoire du Cameroun n'a pas été assez écrite. Pourtant, au département d'histoire, on voit beaucoup d'écrits. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire une confidence. Oui. À l'occasion du cinquantenaire, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur a proposé que nous fassions une écriture de l'histoire du Cameroun. Et nous lui avons proposé, il a accepté, qu'on fasse cette histoire écrite par des Camerounais. Et à l'époque, puisque ce dossier m'a été confié, j'ai dit à Monsieur le ministre, il y a plein de Camerounais qui ont fait des thèses et des mémoires. Oui, tout à fait. Chaque thèse bien résumée, en une quinzaine de 22 peut faire un chapitre d'un ouvrage. Et je peux vous assurer que nous avons, les historiens camerounais ont dans leur grande majorité
adhéré à ce projet et nous avons déjà transmis près de 5 tomes de documents manuscrits, enfin, dans le style de ce que je veux vous dire. C'est pour dire que l'histoire de Cameroun s'écrit, mais il ne sort pas dans les livres. Il est dans les thèses, il est dans les mémoires. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faudrait donc qu'on les édite. Vous savez, le premier éditeur que j'ai eu, c'est l'Harmattan. Oh, tout à fait. L'Harmattan, je lui avais envoyé mon manuscrit. À l'époque, il n'y avait pas encore les ordinateurs. J'avais saisi ça à la machine. Oui. J'ai envoyé à l'Harmattan qui a décidé de publier. Mais qui m'a fait un contrat. Je n'aurai droit au droit d'auteur. Au droit d'auteur que quand il aura vendu 1200 exemplaires. Bon, moi à l'époque, je voulais que mon livre soit publié. Mais sauf que depuis 1993, je crois que j'ai jamais vendu les 1200. 1200. Ce qui paraît quand même incroyable. Bon, c'est pour vous dire. Et quand j'ai fini commissaire et haut-commissaire, j'ai voulu reprendre le même chemin. Mais cette fois-là, l'Harmattan me dit, très bon livre, mais il faut aller le mettre sous forme de prêt à cliché. Et me propose le même contrat. Le même contrat. Ah, je dis non, mais ça, je ne vais pas tomber 2 fois. Dans le même piège. Dans le même piège. Je suis venu ici, j'ai donc vu le CAC, qui a accepté, mais en coédition avec l'Université de Yaoundé. Avec, je crois que la coopération française a participé au financement de cet ouvrage. Donc c'est pour vous dire que les éditeurs, ils veulent d'abord savoir s'ils vont gagner. Parce que nous travaillons pour la plupart. Tous mes ouvrages ne m'ont rien apporté, pour dire vrai. Les éditeurs, c'est eux qui vendent. Bon, comme malheureusement ou heureusement, j'ai toujours publié sous compte d'éditeur. Jamais sous compte d'auteur. Jamais sous compte d'auteur. Je n'ai pas d'argent. Absolument. Il faut avoir beaucoup d'argent pour le donc faire. je publie sous compte d'éditeur. Et c'est l'éditeur qui sait le nombre de livres qu'il a sortis. Bon, il me fait signer un contrat. Mais je peux vous assurer, en dehors de l'UCAC, où j'avais quand même un peu de... Je n'ai jamais eu d'un éditeur, quoi que ce soit. Donc, l'éditeur veut gagner. Et il publie quand il sait que ça peut lui rapporter. Absolument. Donc nous n'avons pas, malheureusement, l'université aurait été... Et justement... L'aurait été le lieu, justement, de promotion de la littérature camerounaise à partir des travaux même des universitaires. Parce qu'il y a plein de bonnes thèses. Et les revues, professeur, qu'est-ce qu'elles font? Les revues universitaires, elles auraient pu. Non, mais les revues sont publiées. Absolument. Les revues sont publiées. Il y a bon, moi je peux compter une 50aine d'articles dans les revues. Mais les revues ont un volume aussi très limité, une périodicité bien précise et des règles de publication. Donc si vous n'entrez pas dans sa ligne éditoriale, vous n'êtes pas publié. Mais je disais que si nous avions les éditions des universités, les presses universitaires, proprement dites. Comme on voit la presse universitaire de France, qui publie on peut, après une bonne thèse, le jury peut dire cette thèse mérite d'être publiée. Et on met donc cela à la disposition d'un grand public. Parce que c'est quand même une des faiblesses de notre université, que de n'avoir pas une presse universitaire proprement dite. C'est une faiblesse. On a essayé avec les presses de l'université Yaoundé, à l'époque où j'ai publié commissaire et haut-commissaire avec l'UCAC, mais ça n'a pas avancé. Or, une université véritable doit promouvoir les travaux de ces universitaires. Et ça ne peut se faire que quand vous avez une structure de cette... Vous contrôlez même. Parce que les gens pensent que nous n'écrivons pas, nous ne publions pas. Mais il faudrait bien que ça commence par notre structure, notre institution universitaire, qui reconnaissent les travaux
ses membres. Oui. Comme je dis aussi, nous avons dans l'enseignement scientifique beaucoup de recherches qui sont faites, mais que les autres exploitent. Oui. Nos universitaires, nos scientifiques font beaucoup de recherches qui sont maintenant financées par des laboratoires extérieurs et qui bénéficient du travail que nos universitaires ont fait. Pourquoi ne pas créer des prix? Enfin, j'ai vu que le ministère de la Recherche le fait, mais on ne fût que chaque année qu'on mette même un peu d'argent pour avoir aller à la propriété intellectuelle, sauvegarder un travail qui peut être utilisé par nos mécènes ici pour produire davantage. Et c'est ça qui fait connaître et l'université et le pays. Oui. Alors, donc nous avons beaucoup de lacunes, à corriger. Alors, professeur, justement, on entend aussi un reproche qui consiste à dire qu'on n'enseigne pas l'histoire du Cameroun aux Camerounais. Est-ce que vous adhérez à ce genre d'affirmation? La Société camerounaise d'histoire vient de tenir une réunion tout récemment à Douala, où nous avons fait le constat, un constat terrible, pour dire vrai, que la portion de l'histoire du Cameroun qui est enseignée depuis le primaire jusqu'au secondaire est une portion congrue. Et nous sommes en train de travailler pour proposer des programmes. Qu'on les accepte ou non, mais nous allons le faire. La société camerounaise est totalement engagée dans ce processus. Parce que le déficit de patriotisme que l'on constate aujourd'hui vient aussi de ce que nous sommes ignorants de notre histoire. En réalité, en dehors de ceux qui font l'histoire comme discipline première à l'université, très peu connaissent l'histoire du Cameroun. Vous avez des enfants qui quittent l'école primaire au Koumoyen 2, pour ceux qui vont au Koumoyen 2, mais ils ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. Ceux qui vont dans le secondaire, franchement, quand vous voyez les pourcentages et le temps qui est accordé à l'enseignement de l'histoire du Cameroun, non, on a l'impression qu'on est dans un autre pays. Et je vous dis, moi-même, qui parle, si je n'étais pas devenu historien, c'est-à-dire que j'ai choisi l'histoire comme... je ne saurais rien. Surtout qu'à notre époque, la périodicité qui était enseignée n'est pas celle qu'on enseigne aujourd'hui. C'était l'histoire ancienne, l'histoire médiévale, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine. Une périodicité fondée sur l'histoire de l'Europe. Et nous, on a beaucoup appris l'histoire de l'Europe. Absolument. Oui, moi j'ai appris, même nos travaux pratiques, c'était sur l'histoire de l'Europe. Je connais le Moyen-Âge européen, je connais le mouvement de nationalité. En fait, cela nous a été enseigné. Mais pour le Cameroun, c'est en 3e année. Qu'on nous a enseigné quelques bribes de l'histoire de la décolonisation, avec toutes les censures dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a, aujourd'hui, nous avons changé, et le père, professeur Ndjema, il a été pour beaucoup, parce que c'est lui qui est venu révolutionner la périodicité d'enseignement de l'histoire au Cameroun, que l'on enseigne maintenant dans toutes les universités camerounaises. Nous avons une périodicité qui est fondée sur la géographie, c'est-à-dire qu'elle est spatiale et chronologique. Et ça permet... Parce que nous avons une rubrique Histoire de l'Afrique et du Cameroun qui est suffisamment consistante. Et quand nos étudiants sortent, nous savons qu'ils en savent notamment les grandes figures historiques. Oui, les grandes figures. Ça, c'est un grand classique aujourd'hui à l'université. Absolument. Je peux me prévaloir de ce que c'est moi qui l'ai introduit. Comme cours, les grandes figures. C'est à partir de ce cours que je me suis engagé à écrire les commissaires et hauts commissaires à la France au Cameroun. Que j'ai dit, c'est aussi les grandes figures de l'histoire du Cameroun. Parce que c'est eux qui ont façonné politiquement les Camerounais. Parce que vous voyez, le Camerounais réagit un peu dans le style de ce que les Français ont laissé en lui. Donc les Français ont créé quelques stéréotypes que nous
nous reprenons. Bon, aujourd'hui, il y a quand même une évolution. Il y a une évolution qui est notable, qu'on doit se le dire. Mais nos premiers gouvernants étaient suffisamment à la solde de la France parce qu'ils ne pouvaient même pas faire autrement. Oui. Ils avaient été formés dans ce moule. Oui. Mais l'une des conclusions de votre cours, justement, des grandes figures historiques, a souvent donné lieu à des débats plutôt enflammés quant à savoir qui est nationaliste, qui ne l'était pas. Alors, vous, qu'est-ce que vous en avez gardé comme... Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'histoire des vaincus. Oui. Parce que le vainqueur a réussi à mettre en nous que le meilleur Camerounais, c'est celui qui a collaboré avec l'administration. Avec lui. Oui, oui. Parce qu'il a collaboré, on a eu les écoles, parce qu'il a collaboré, on a eu les dispensaires. Donc, voilà le modèle. Oui. Et je le dis, bon, c'est que beaucoup de gens me le reprochent, mais je le dis quand même, que le seul Camerounais qui a droit à une statue des nationalistes. Oui, au Cameroun. Au Cameroun. C'est le chef... Voilà. Charles Atanga. Charles Atanga, ah oui. Charles Atanga. Oui, il est mort en 43. Non, c'est en 43 qu'il est revenu. Quand on lui érige une statue. Oui, tout à fait. Non, pas en 43. Qu'est-ce que non, en 53. Non, c'est en 53. 53. Oui, il meurt en 43. Oui, donc, 43, 10 ans après, on lui érige une statue. Et vous savez pourquoi? Allez-y. Mais parce que l'UPC devient de plus en plus pugnante. Oui. Et beaucoup de Camerounais adhèrent à l'idée de l'indépendance et la réunification. Et pour les Français, il fallait montrer qu'on peut récompenser un Camerounais qui a travaillé avec la France. Oui. Pour dire, voilà le meilleur exemple. Et quand on vous met une statue, c'est pour dire, voilà le meilleur exemple de ce qu'il faut faire. Et ce meilleur exemple, c'était Charles Atanga, qui a effectivement été un bon collaborateur. C'est vrai que le père Vin et moi n'étions pas d'accord. On n'était pas d'accord. Oui, à la soutenance de ma thèse d'État, j'avais écrit que Charles Atanga était le collaborateur par excellence. Le père Vin, président du jury, m'a dit non, il était plutôt un grand diplomate. Oui. Vous voyez donc, alors là, même à ce niveau, c'est un problème de sémantique finalement. Sémantique, non. Vous savez, l'histoire, c'est une science humaine. Hein? Et l'homme est ondoyant et divers. Et chacun a sa vision de l'homme. Oui. Hein? Vous avez dit que nous pouvons être ici, hein, nous sommes ensemble. Peut-être la seule chose qui m'a intéressé en vous, c'est votre cravate. Votre chemise me déplaît. Et quand je veux vous parler de vous, je dis, ah, il avait une très belle cravate, mais une mauvaise chemise. Mais un autre pourrait venir et dire, non mais sa chemise était la plus belle, mais sa cravate était exécrable. Oui, donc, le seul fait que nous devons retenir, c'est que nous sommes ensemble ici. Hein, et c'est ça le fait historique. Maintenant, l'interprétation qu'on en fait, chacun a le droit de faire son interprétation. Je viens d'avoir une discussion avec un de mes jeunes collègues, qui estime que j'ai été également très dur avec Martin Paul Samba, estimant que Martin Paul Samba mérite les mêmes honneurs que Rodolphe Mangabel, parce qu'ils ont fait... Bon, c'est un problème d'appréciation. Mais les faits sont têtus. Martin Paul Samba a pris les armes contre les Camerounais. Tout à fait. Aux côtés des Allemands. Des Allemands. Ce n'a pas été le même cas pour Rodolphe Mangabel, qui a plutôt suivi. Bon, enfin, chacun. C'est ça, la grande finie. Mais il faut le savoir. Mettre celui-là, parce que même les rois fainéants ont leur part dans l'histoire. Il faut savoir que quand on est fainéant, on ne doit plus le devenir demain. Il faut montrer donc qu'il a été fainéant. C'est pour ça qu'il faut que nous écrivions l'histoire des hommes. Pour que, ce que l'on dit souvent, l'histoire jugera. Que l'histoire puisse juger. Et parce que chacun saura que l'histoire va le juger, il fera attention dans ce qu'il fait. Et quand on sait que l'histoire ne dira jamais rien, j'aurais tout caché, hein, les gens ne laissent pas leur mémoire. Hein, vous voyez, on pense qu'on va sortir incognito ou alors on va sortir par la grande porte parce qu'on n'aura pas su ce que l'on a fait. C'est pour ça que nous devons de plus en plus écrire l'histoire des hommes.
dire que tel homme a posé tel acte. Et qu'il en soit responsable. Oui, parce que si vous n'avez pas peur de ce qu'on dira de vous, vous posez n'importe quel acte. Absolument. Hein? Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une abomination pour les générations à venir. Et si on ne dit pas qu'il l'a fait, et qu'on dise qu'il a mal fait ou qu'il a bien fait, où trouverons-nous nos modèles? Parce qu'il faut qu'on ait nos modèles. Absolument. Il faut que l'Africain ait son modèle qui est africain, qui puisse se reconnaître en lui et avoir le désir de faire comme lui. C'est ça le modèle. Dans les autres mondes, hein, vous passez dans les rues, rue X, rue Y, c'est des modèles. C'est comme ça qu'on crée dans les mentalités des populations les modèles dont on a besoin pour justement cultiver un esprit patriotique, pour cultiver une volonté de défendre sa nation. Et dans le livre que j'ai fait sur les commissaires et hauts-commissaires, je disais que les Camerounais devraient prendre l'exemple sur les Français, pas parce que les Français nous ont dominés, mais parce que les Français ont aimé la France. Ils ont aimé la France plus que le Cameroun. Tout à fait. Et ce sont tous ce qu'ils ont fait ici, c'était en faveur de la France. Or, nous travaillons comme si nous étions des étrangers dans notre propre pays. Il faut changer, il faut renverser la tendance. Que chaque Camerounais sache que chaque acte qu'il pose peut lui être comptabilisé. Hein? Si tu as fait, on t'a confié la construction d'une case qui échoue, qui s'écroule, il faut que tu saches que tu en es responsable. Et que les générations et générations sauront. Alors que si tu fais une case qui tient 100 ans, comme la tour Eiffel, ton nom aussi doit rentrer dans l'histoire. Voilà un Camerounais qui a fait quelque chose de fantastique. Oui, c'est pour ça qu'il faut que nous écrivions une histoire qui valorise le Camerounais, qui valorise l'Africain, et que nous soyons fiers d'être Camerounais. Moi, je voudrais que les gens soient fiers d'être Camerounais parce qu'ils veulent ressembler à tel autre Camerounais qui a posé tel acte. Voilà. Alors, au lieu de dire, si je ne prends pas, un autre va prendre. Pourquoi est-ce que je ne prendrai pas? Vous voyez un peu ce genre de comportement qui fait que nous reculons toujours. Nous reculons toujours. Et il faut savoir que ceux qui nous entourent aiment ceux qui font le moins bien. Voilà. Alors, professeur Daniel Abois, vous venez de citer quelques figures, Martin Paul Samba, Charles Atangana, et puis également Rudolf Douala Mangabel, mais il y en a encore beaucoup d'autres contemporaines. Mais oui, contemporaines, et puis Oumniobé, plus récemment, Amadou Ahidjo. Alors, qu'est-ce que vous dites à ce sujet-là? Oumniobé? Non, Oumniobé, vous savez, il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître ce que Oumniobé a fait pour ce pays. Tout à fait. Véritablement, c'est le père de la nation camerounaise. C'est-à-dire l'historien que je suis est content de dire cette vérité parce que Oumniobé a subi toutes les foudres pour avoir défendu l'indépendance et la réunification du Cameroun. Certes, il n'était pas le seul, mais c'est lui qui est allé au plus loin, aidé par les autres, bien entendu. Parce que sa démarche à l'ONU, c'est une démarche qui est exceptionnelle. Il est vrai que les chefs Douala avaient fait des pétitions à l'époque à la Société de Nations, mais lui, il s'est déplacé. Oui, c'est vrai que même Rudolf avait envoyé les gens au Reichstag. Oui, nous sommes d'accord. Mais dans l'adversité qui se faisait à l'époque, a pris le courage d'aller aux Nations Unies défendre, pas une fois, pas deux fois, trois fois de suite. Il a été menacé. On lui a collé une histoire bête sur le dos, l'affaire Gélis, par laquelle on voulait passer pour l'emprisonner. Les UP6 ont eu le nez fin pour lui dire « ne va pas au tribunal, on va t'arrêter ». Il est allé, il est rentré à Miebel, on a interdit l'UPC, il a continué de travailler pour l'UPC.
N'oubliez pas que quand il était encore au Maquis, comme on l'appelle, il a rencontré Thomas Mongo, qui avait été envoyé par le haut-commissaire Messmer pour le convaincre de sortir et d'aller dans le sens de la France. Non, il ne l'a pas fait. Et dans certains de mes travaux, je dis qu'en réalité, Messmer savait que Oum n'allait pas changer. Mais il voulait, par cette subterfuge, détecter là où il se trouvait. Parce que c'est après cela qu'on va le localiser, on va le tuer. Donc, Oum, vraiment, sauf si on est de mauvaise foi. Et si je le dis, ce n'est pas allégeance à Oum, non. Ce n'est pas allégeance à l'UPC, mais c'est allégeance à l'histoire. Hein? Ce monsieur mérite de la patrie camerounaise. Et c'est dommage qu'on me dit qu'on a mis ses effigies un peu partout, mais je n'ai pas encore vu. Mais ça devrait être en bonne place dans notre République. Mais je crois qu'il va être réhabilité. Alors, André-Marie Mbida, à ce sujet, vous avez écrit un livre, hein, Oui, j'ai écrit un livre. Il ne vous a pas fait que des amis, le livre sur André Mbida? Non, enfin, le fils m'a même suffisamment rudoyé. Non. Vous savez, c'est ça la vérité historique, elle dérange. Elle dérange parce que chacun veut entrer dans l'histoire par la grande porte. Même quand il a posé des actes qui ne sont pas honorables. Et ce que j'ai dit dans cet ouvrage, que André-Marie Mbida, qu'on le veuille ou non, il est devenu Premier ministre en 1957. Il a été démissionné en 1958. On ne peut pas dire que c'est un témoignage de réussite. Rien que sur le plan de la chronologie, il a passé très peu de temps comme Premier ministre. Il ne peut pas dire qu'il a marqué le pays de sa stature. Bien entendu, il y a des actes qu'il a posés, il y a des prises de position qu'il a faites. Quand il va à Boumiébel. Le fameux discours. Le fameux discours. Il faut le dire. Quand il dit que les Camerounais ne sont pas encore mûrs pour l'indépendance, il faut le dire. Mais le dire, ce n'est pas être contre lui. Le dire, c'est tout simplement une vérité historique qu'il faut que les Camerounais... Alors, son fils vous a fait le reproche de ne pas aller le voir, quand même, professeur. Mais j'avais répondu à son fils. Son fils est né en 52, je crois, ou 51. Je lui ai dit que quand son père entrait en politique, il n'était même pas encore capable de... mais il ne pouvait pas être un informateur pour moi. Il pouvait peut-être une troisième, quatrième génération d'informateurs. Parce que l'informateur, quand nous enseignons à nos étudiants, il y a l'informateur qui est immédiatement témoin. Il y a l'informateur qui a entendu ce que l'autre témoin lui a dit. Il y a un informateur qui a entendu ce que l'autre témoin lui a dit. Donc, plus on s'éloigne de l'informateur principal, plus il y a des risques que l'information ne soit plus totalement avérée. Donc, je le lui ai dit. Je lui ai dit à l'époque, non, il ne pouvait pas être un informateur pour moi, bien qu'il soit le fils de son père. Mais puis des gens étaient allés le voir. Alors, on va terminer par là, professeur Daniel Aboua, il y a la crise anglophone. On sait, vous avez, votre position consiste à dire qu'il n'y a ni anglophone ni francophone au Cameroun. Nous sommes tous des Camerounais. C'est ce que vous reprenez dans ce livre qui est un essai d'analyse historique. Alors, c'est votre position. Vous l'assumez et vous pensez qu'elle est déterminante. Historiquement, l'histoire du Cameroun ne commence pas en 1916. Tout à fait. Parce que c'est en 1916 qu'il y a eu le partage par rapport au Cameroun allemand. Donc ce Cameroun allemand existe. Nous avons été un protectorat allemand. Nous avons été un mandat et une tutelle français. Nous avons été un mandat et une tutelle britannique. Donc dans notre histoire, il n'y a pas que les Français et les Anglais qui font partie des puissances européennes qui ont eu à gérer notre pays. Parce qu'on pouvait aussi s'appeler germanophone. Il y en a. Quand il y a eu au Cameroun, quand Hitler a revendiqué, il y a eu des germanophiles. Un mouvement germanophile très important. Très important, qui aurait pu s'appeler germanophone. Pourquoi pas. Donc,
nous identifier par rapport à ces éléments extérieurs ne me semble pas juste. Ça ne me semble pas juste parce que le Gabonais, qui est mon voisin, qui a subi la colonisation française, quand il se présente, il ne dit pas « je suis francophone », il dit « je suis Gabonais ». Le Nigérien, avec qui nous partageons cette histoire, quand il se présente, il ne dit pas « je suis anglophone », il dit « je suis Nigérien ». Donc moi je dis, nous sommes d'abord Camerounais. Bon, maintenant, le problème soulevé, ça c'est un autre débat. Et ce problème, je ne trouve pas qu'il soit juste de le soulever comme anglophone. Parce que anglophone, ça n'existe pas. Mais qu'on le soulève comme Camerounais, qui vit des réalités camerounaises. Moi je place ça, et j'ai eu à discuter avec beaucoup de mes collègues, je place ça sous le couvert de la protection de la minorité. Dans notre pays, notre constitution dit qu'il faut protéger les minorités. Or, les Camerounais d'expression anglaise se considèrent comme une minorité qui est marginalisée du fait de son histoire. Alors, présenté ainsi, moi je serais d'accord avec eux. Il y a beaucoup de problèmes de minorités dans notre pays. Les minorités sont sous le joug de la majorité. Ceux qui ont les grands effectifs au Cameroun, non, veulent tout prendre et ne rien laisser aux autres. Oui. Et je dis que ceux-là qui parlent anglais, qui estiment qu'ils devraient avoir aussi droit au chapitre, ils ont raison. Mais se prévaloir de cette civilisation qui vient d'ailleurs, c'est cela que je condamne. Mais des Camerounais, s'ils sont des Camerounais, ils ne peuvent pas prôner la sécession. Parce que ceux qui prônent la sécession, d'abord, ils ne s'appellent même plus Camerounais. Ils s'appellent Ambazoniens, ce qui est une hérésie dans l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire que pendant tout le temps que les Camerounais britanniques, en fait, placés sous l'administration britannique, ils n'ont à aucun moment de leur histoire renié leur camerounité. Les Britanniques ont tout fait pour qu'ils renient cette camerounité, pour qu'ils se reconnaissent comme Nigérians. Ils ont refusé. Ils ont créé tous leurs partis politiques avec le cas allemand, le Cameroun allemand, qui montre que nous sommes un. D'où vient-il donc qu'il y ait cette différence aujourd'hui où des gens prétendent qu'ils doivent appartenir à un autre pays? À aucun moment, ces Camerounais patriotes n'ont revendiqué une autre nationalité que la nation camerounaise. Et c'est ce que je dis, que les problèmes camerounais, oui, il faut les résoudre. Je suis d'accord qu'on les résolve, que si on n'y a pas de traduction, qu'on traduise encore, que c'est de deux côtés. Absolument. Parce que quand ils les accusent, ils oublient qu'eux-mêmes ont procédé de la même façon. Quand moi je suis dans la zone dite anglophone, la plupart des pancartes qui sont là ne sont pas traduites. Ce n'est pas traduit en français. Comme on le fait, ce n'est pas bien. Qu'on le dise, oui, il faudrait que ça change. Que la constitution que nous avons choisie, qui est bilingue, soit effectivement respectée. Que les deux langues soient à égalité. Oui, c'est ce qu'on a dit. Les deux langues étaient à égalité, mais pas deux États. Parce que là, c'est une distorsion de l'histoire. Il n'y avait pas deux États. Parce que quand on se rencontre à Fumban, il y a un État souverain et un État sous tutelle britannique, qui n'avait pas encore son indépendance. Donc, on ne peut pas parler de deux États. Mais on peut parler de deux frères. Et quand ils se retrouvent à Fumban, ce qui est écrit, c'est deux frères. Combien il est bon que deux frères que les frères se retrouvent. Donc, oui, le problème de la minorité au Cameroun, il faut qu'on en tienne compte. Et ceux qui ignorent cela
ou bien qui ne veulent pas le faire, qui n'oublient pas que toutes les révolutions, toutes les grandes révolutions dans le monde ont commencé par la revendication des minorités. Hein, si vous regardez toute l'histoire de l'Europe, c'est les minorités qui commencent, qui revendiquent. Oui, tout à fait. C'est les guerres de nationalité. De nationalité. Et c'est à partir de là que le temps monte. Donc c'est des minorités. Il faut en tenir compte. Et notre Constitution a pris le pouls de la réalité qu'il faut protéger les minorités. Mais il faudra passer à l'acte. Il faut quoi concrètement? Absolument, parce que la Constitution n'est pas suffisamment respectée. Et on n'a mis aucun mécanisme en place pour cette protection des minorités. Je sais qu'au niveau des grandes villes, avec la création des délégations du gouvernement, oui, c'est une manière de protéger certaines minorités, mais toutes ne le sont pas. Alors, merci beaucoup, professeur Daniel Aboua. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Université de Yaoundé 1, mais surtout professeur émérite, on peut le dire maintenant, professeur émérite d'histoire à l'Université de Yaoundé 1, et que dans quelques temps, vous allez devoir vous retirer après une bonne trentaine d'années passées à rendre service au Cameroun, à écrire son histoire. Hein. Merci d'avoir accepté. Oui, mais peut-être qu'il faut dire que personne ne s'émeuve. Oui. Je continue d'écrire l'histoire, même après ma prise de retraite, parce que la retraite n'est pas la cessation d'activité. Alors, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en compagnie de nous pendant cet entretien qui a duré un peu plus d'une heure. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis. C'est exclusivement sur Equinox Télévision. À très bientôt donc, madame, monsieur.